Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale de Parole à l'élu, élection fédérale. Mon invité en seconde partie de l'émission, M. Maxime Huppé-Labelle, mais pour l'instant, on retrouve Jonathan Beauchamp du Bloc québécois. Monsieur Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. D'abord, d'entrée de jeu, je vous demanderai de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, donc Jonathan Beauchamp, je suis candidat du Bloc québécois dans la belle et grande circonscription d'Argenteuil, la Petite-Nation. Au niveau professionnel, je suis un ancien employé du cabinet de M. Duceppe. Donc le Bloc québécois, c'est un parti que je connais quand même assez bien. Je connais bien la dynamique interne, je connais bien le parti. Ça fait plus de 10 ans que je milite en politique activement, tant dans les partis que dans la société civile. J'ai aussi un bac spécialisé approfondi en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Et puis la question de l'indépendance, c'est vraiment au centre de mon engagement politique. La raison pour laquelle je fais de la politique, c'est pour la question de l'indépendance. Donc la raison pour laquelle je me présente au Bloc québécois. Parfait, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la nouvelle circonscription d'Argenteuil, la Petite-Nation, qui est, on ne se le cachera pas, quand même assez grande côté territoire. Est-ce que ça vous fait un peu peur, justement, le fait que ça soit si grand? C'est une grande circonscription, différentes réalités, différents dossiers en fonction des différentes réalités, plus de 5000 km². Ça peut paraître intimidant, mais il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des gens, il ne faut pas avoir peur de se promener, de faire beaucoup de kilométrage en voiture. Pas intimidant, c'est sûr que ça fait partie du redécoupage électoral, donc il a fallu s'adapter à cette nouvelle réalité, mais ça fait partie du défi. Est-ce que vous avez fait du porte-à-porte? Oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte dans Argenteuil, puisque c'est la région que je connaissais un peu moins, la circonscription. Beaucoup de porte-à-porte dans la Petite-Nation, également dans Masson-Angers-Bocam également. Ouais. Qu'est-ce qui ressort le plus, justement, des électeurs lors de votre porte-à-porte? Oui, une question qui touche beaucoup ici la circonscription. Il y a deux enjeux, je vous dirais. Le premier, ce serait le passage de l'oléoduc Énergie-Est de TransCanada sur le territoire. On sait que ce pipeline-là va être appelé à traverser la rivière des Outaouais. Donc ça inquiète beaucoup les citoyens. Et puis le deuxième enjeu, je vous dirais, c'est le dossier de la gestion de l'offre avec les agriculteurs. On sait que les conservateurs, présentement, veulent mettre fin au système de gestion de l'offre qui pourrait mettre en péril plusieurs fermes et plusieurs emplois au niveau des agriculteurs dans la région. Parfait. On rentre tout de suite en économie. On a des coupures partout. Les PME peinent à arriver. Qu'est-ce qu'on fait pour redresser justement l'économie? On sait que présentement, on est en période de récession et au Bloc québécois, pour nous, c'est très important. On croit que c'est primordial en temps de récession de stimuler l'économie en faisant des investissements dans les secteurs clés. On sait que dans les dernières années, le gouvernement canadien a décidé d'investir massivement son argent dans l'industrie, par exemple, automobile dans le sud de l'Ontario, dans l'industrie du pétrole, des sables bitumineux en Alberta, et tout cela au détriment du Québec. Donc, alors que le gouvernement conservateur a alloué que des miettes, par exemple, à l'industrie forestière qui on sait présentement au Québec est en période de difficulté. Donc, au lieu d'investir dans des secteurs polluants, on croit qu'au Bloc québécois, qu'on devrait plutôt investir dans des secteurs d'avenir, par exemple comme les énergies vertes du Québec. Et puis, c'est ce qu'on va défendre au Bloc québécois. Excellent. Du côté des emplois maintenant, il y a eu de nombreuses coupures au gouvernement fédéral. Il y a des entreprises justement qui doivent fermer, des coupures au niveau de ce niveau-là également. Qu'est-ce qu'on fait justement pour aider les gens à survivre et comment contrer ces pertes d'emploi? Je veux qu'on parle d'emploi parce que j'aimerais aussi parler du régime d'assurance-emploi qui est quand même relié aussi également. On sait qu'il y a beaucoup de coupures. On sait que les gens aussi, lorsqu'ils perdent leur emploi, au niveau aussi de l'assurance-emploi, c'est difficile également. Au niveau de l'assurance-emploi, nous, on veut que les travailleurs qui perdent leur emploi puissent retrouver un travail rapidement. Et puis, au niveau de l'assurance-emploi, présentement, le problème, c'est que les travailleurs qui perdent leur emploi, l'assurance-emploi, ça doit être une assurance, mais présentement, c'est plus une taxe sur le travail. Donc, il faut protéger les travailleurs pour pas qu'ils perdent leur emploi. On sait que présentement, dans les statistiques, il y a 60% des travailleurs qui perdent leur emploi qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Puis au niveau des femmes, c'est plus de 65% des femmes qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Ça, c'est complètement scandaleux dans un endroit développé comme le Québec. Si les travailleurs paient pour cette assurance-là, on veut qu'il y ait la chance d'en recevoir également. C'est comme si on dirait, par exemple, si notre assureur de voiture nous dirait si vous avez un accident, il y a 60% des chances qu'on ne vous rembourse pas. Je ne pense pas qu'on voudrait payer des cotisations à cette assurance-là. C'est la même chose pour l'assurance-emploi. On veut que l'assurance-emploi devienne une véritable assurance et non pas une taxe sur le travail. Et puis au niveau de l'assurance-emploi aussi, présentement, on voit que les partis du Bloc canadien, c'est-à-dire le NPD, les libéraux, les conservateurs, dans leur cadre financier, vont piger dans l'argent dans la caisse de l'assurance-emploi. Il ne faut pas oublier que l'argent de l'assurance-emploi, ça appartient aux travailleurs, ce n'est pas de l'argent qui appartient au gouvernement. Et puis les partis, le NPD, les libéraux et les conservateurs, vont piger dans la caisse de l'assurance-emploi pour équilibrer leur budget et pour masquer des déficits. On l'a vu récemment avec Thomas Mulcair qui a présenté son cadre budgétaire et puis qui va piger des milliards de dollars dans la caisse d'assurance-emploi. Ça, c'est l'argent des travailleurs. Nous, on trouve
trouve que c'est honteux qu'au Bloc québécois d'aller piger dans cette caisse-là. Et puis, on va se battre pour que l'assurance emploi devienne une véritable assurance et non pas une taxe sur le travail. Excellent. Du côté des familles, la prestation universelle pour la garde d'enfants, le chèque PUJ, qui était appelé comme ça. Plusieurs disent que c'était empoisonné. Oui. D'autres étaient quand même assez contents d'avoir un chèque comme ça. Moi, je veux vous entendre à ce sujet-là. Oui, pour le Bloc québécois, c'est clair que le PUJ doit redevenir non imposable. Cette mesure-là va permettre aux familles canadiennes, par exemple, et québécoises, de sauver, par exemple, une famille de 2 enfants pourrait sauver jusqu'à 650 $ par année en le devenant non imposable. Il ne faut pas oublier aussi qu'en 2007, c'est le Bloc québécois qui s'est battu pour que le PUJ devienne non imposable via les crédits d'impôt, mais qu'en 2015, les conservateurs ont décidé d'abolir ce crédit d'impôt-là pour les familles, ce qui a rendu le PUJ maintenant imposable. Donc, les conservateurs ont annulé en quelque sorte ce gain-là pour lequel le Bloc québécois s'était battu il y a 7 ans. Et puis, on peut voir que l'absence de députés du Bloc québécois à Ottawa se fait sentir, par exemple, dans ce dossier-là. Et puis, à cause de ça, les familles, lorsqu'ils vont faire leur rapport d'impôt au printemps prochain, ils vont devoir retourner une somme d'environ 325 $ par enfant au gouvernement. Donc, nous, on considère que c'est un cadeau empoisonné. Et c'est 475 millions de dollars qui va sortir des poches des familles canadiennes. Donc, pour nous, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait pour aider justement les familles comme ça? Du côté du Bloc québécois, quelles mesures vous avez pour aider la famille? Oui, on va remettre le PUJ non imposable, mais autre ça? On veut également, par exemple, faire en sorte d'alléger le fardeau fiscal des familles en leur offrant, par exemple, oui, d'augmenter, de rendre un PUJ non imposable, mais également, on a fait l'assurance emploi. Les jeunes familles, on sait que la précarité de l'emploi pour les jeunes familles, c'est quand même un dossier qui nous touche beaucoup. Le chômage est plus élevé chez les jeunes qu'il n'a jamais été dans le passé. Donc, on veut aussi rendre plus flexible l'accessibilité à l'assurance emploi également. Parfait. Post Canada, maintenant, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre avec l'arrivée des boîtes communautaires et les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, qui auraient peut-être des petites difficultés à aller chercher leur courrier, la position du Bloc. On sait justement que le gouvernement conservateur veut couper justement dans la livraison du courrier à domicile. Comme vous l'avez mentionné, ça va pénaliser les groupes les plus vulnérables de la société, c'est-à-dire les personnes handicapées et les aînés. Il ne faut pas oublier non plus que d'ici 5 ans, c'est 5 000 emplois qui risquent d'être perdus en raison de ces coupures-là. Et puis, il y a plusieurs villes aussi qui ont adopté une position pour le maintien du service à domicile. Puis on n'a qu'à penser récemment à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui a dénoncé cette décision-là de Post Canada en invoquant que ça va être une perte pour les régions du Québec. Le Bloc, on a toujours défendu les régions du Québec et on va continuer à le faire. Et c'est pour ça qu'on veut que la Poste offre des services universels de proximité et des tarifs uniformes sur l'ensemble du territoire du Québec. Et on va continuer à rejeter catégoriquement toute tentative de réduction, de fermeture, de privatisation de la Poste qui pourrait avoir des répercussions majeures là, sur la livraison du courrier à domicile. Si je suis bien, tout est quand même relié. On a l'économie qui est reliée avec l'emploi. Si l'emploi ne va pas bien, l'économie ne va pas bien. Vous avez parlé de chômage, justement. Là, on a le dossier de Post Canada. Tout est une roue qui tourne. Oui, tout est interrelié, effectivement. On sait que le gouvernement Harper, présentement, l'austérité, ça fait partie de son... il veut équilibrer le budget coûte que coûte. Et puis, c'est les services qui goûtent. Post Canada, l'assurance chômage. Comme je l'ai mentionné, on va piger dans la caisse d'assurance emploi. Donc, c'est tout interrelié. L'austérité, on s'est démontré que c'est néfaste pour l'économie. Et puis, on voit présentement les conservateurs et les néo-démocrates qui veulent équilibrer le budget coûte que coûte, qui vont y aller avec des mesures d'austérité dans les prochaines années s'ils sont élus. Parfait. Du côté de l'Est, ici, on a quand même beaucoup d'organismes communautaires qui ont été coupés, qui croulent sur la paperasse, qui ont quand même beaucoup de difficultés. L'importance du communautaire pour Jonathan Beauchamp, le Bloc québécois. Oui, cette année, j'ai quand même travaillé plusieurs années pour des organismes communautaires. Je suis impliqué également dans des organismes communautaires de la circonscription. Et moi, je suis vraiment d'avis que ces organismes-là doivent jouer un rôle crucial dans le développement et dans la société en général. Je vais donner un exemple, dans le dossier, par exemple, au niveau du logement social. Donc, premièrement, au niveau du logement social, le fédéral envoie des enveloppes d'argent aux provinces et aux municipalités pour le logement social et exige que cette enveloppe-là soit dépensée uniquement dans la construction de logements sociaux. Donc, j'ai rencontré par exemple le maire de Gatineau le mois dernier qui m'expliquait que lui, par exemple, à Gatineau, il ne voudrait pas que cette enveloppe-là serve pour la construction de logements sociaux. Ce n'est pas un enjeu. Il voudrait plutôt que cette enveloppe-là aille aux organismes communautaires qui peuvent donner du soutien aux personnes qui habitent dans les logements sociaux. Puisqu'on sait qu'une personne, c'est bien beau avoir un toit au-dessus de sa tête, mais si on n'a pas de nourriture dans le frigo, si on a des problèmes de santé mentale,
de bâtir uniquement des logements sociaux sans prendre en compte les organismes communautaires, on trouve que c'est perdant. Et donc, pour les conservateurs, l'argent doit avant tout aller dans la construction. Nous, on trouve que ça doit également, par exemple, aller aux organismes communautaires qui peuvent offrir du soutien à ces gens-là. Donc, c'est un dossier parmi tant d'autres. On croit qu'on a tout à gagner à aider nos organismes communautaires. Puis on sait que c'est très ancré dans la société québécoise, le rôle des organismes communautaires. Puis nous, on voudrait continuer dans cette lignée-là au Bloc québécois. Parfait. Régime de retraite maintenant. L'âge de la retraite a été repoussé de 2 ans. Plusieurs personnes vont devoir continuer à travailler ou vont prendre leur retraite à 65 ans sans avoir les fonds nécessaires mis de côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Au Bloc québécois, on croit que les prestations actuelles sont loin de suffire. On veut qu'elles soient bonifiées afin d'offrir aux aînés une meilleure sécurité financière et une meilleure qualité de vie. Vous savez, il y a un rapport qui est sorti justement en 2015 là-dessus qui disait qu'au Canada fait partie des pays développés les moins performants en matière de régime de retraite. Donc, pour un pays qui est développé, c'est inacceptable. Et présentement, au Québec, il y a plus de 50 000 aînés qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça aussi, c'est inacceptable. Et par rapport au supplément de revenus garanti, on sait qu'il y a plus de 100 000 aînés qui touchent ces prestations-là. Et pour le Bloc québécois, l'amélioration des conditions de vie de nos aînés a toujours été au cœur de nos revendications. Puis, encore une fois, c'est un autre gain du Bloc québécois qui, grâce aux revendications en 2011, c'est le Bloc québécois qui a obtenu la bonification du supplément de revenus garanti et une rétroaction également pour les personnes qui n'en recevaient pas. Donc, c'est un autre gain du Bloc québécois. Et par contre, pour la lutte pour la dignité de nos aînés, on est loin d'avoir, on est loin d'avoir terminé cette lutte-là. C'est pour ça qu'on va continuer à se battre. Par exemple, nous, on veut bonifier de 100 $ par année les prestations du supplément de revenus garanti. On veut inscrire automatiquement, on veut que ces gens-là soient inscrits automatiquement, les gens de 65 ans et plus, aux prestations. Parce que présentement, ces gens-là doivent... il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ces prestations-là parce qu'elles ne sont pas inscrites et ils ne savent pas qu'ils peuvent être inscrites. Donc, on veut se battre pour retrouver ces personnes-là qui ont droit à ce chèque-là. Donc, au Bloc québécois, on considère ces prestations-là comme un droit à la sécurité sociale et c'est très important pour nous. Parfait. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Réforme démocratique, on a entendu la saga du Sénat. Ma question va être très simple. Est-ce que la démocratie va bien? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réforme? Absolument, absolument. Vous savez, le Sénat, la monarchie constitutionnelle, nos lieutenants-gouverneurs, le gouverneur général, c'est tout un vieil héritage britannique. C'est archaïque, c'est désuet. On l'a vu avec les scandales au Sénat, Doffier, Brazeau, etc. Vous savez, la meilleure manière de réformer les institutions, c'est de faire l'indépendance. Donc, on peut recommencer sur une page blanche. On peut, moi, vous savez, si j'ai le choix entre une monarchie constitutionnelle, une reine, un lieutenant-gouverneur, un Sénat et mettons, un premier ministre, j'aimerais beaucoup mieux avoir une république et un mode de scrutin proportionnel, par exemple, parce qu'une réforme des institutions démocratiques, vraiment, on sait que le mode de scrutin actuel, il y a très peu de représentation. Donc, l'indépendance permettrait d'inclure un mode de proportionnalité dans le mode de scrutin. Donc, l'indépendance, c'est la meilleure manière de réformer nos institutions, je dirais. Excellent. Et là, comme dernière question, vision à long terme, oui. Qu'est-ce que vous voyez pour la circonscription d'Argenteuil, la petite nation? C'est sûr, moi, mon engagement premier, c'est de faire progresser l'idée d'indépendance dans l'opinion publique. C'est là-dessus que je me suis engagé. C'était mon premier engagement lors de la campagne électorale. C'est sûr qu'on va faire avancer les dossiers, on va défendre les gens. Moi, je crois que le Québec n'atteindra jamais son plein potentiel de développement économique, social, politique, tant que l'indépendance ne sera pas acquise. Puis tant qu'on va devoir continuer à subir les décisions du Canada au détriment du Québec, je ne pense pas que le Québec va être en mesure de progresser. C'est important d'avoir une grande députation du Bloc québécois pour justement limiter les dégâts du Bloc canadien, du NPD, des libéraux, des conservateurs, qui servent avant tout les intérêts du Canada et non pas les intérêts du Québec. C'est mathématique, en fait. Ils servent la majorité électorale. Et depuis 4 ans, je pense qu'on n'a jamais si peu entendu parler du Québec au Parlement à Ottawa. Et je pense qu'on a tout à gagner à renvoyer une bonne députation du Bloc québécois à Ottawa pour être représenté. Parfait. Merci beaucoup, M. Merci. Voici d'avoir été des notes après la pause. Le candidat du Parti conservateur, M. Maxime Huppé-Labelle. Bougez pas. Bienvenue à cette émission spéciale de Parole à l'élu, élection fédérale. Mon invité, Maxime Huppé-Labelle, candidat conservateur, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, faites-nous un peu votre parcours politique. Mais rapidement, côté professionnel, je suis un ancien fonctionnaire de la fonction publique fédérale. J'étais un analyste politique dans plusieurs ministères à Ottawa. J'ai récemment été élu comme commissaire scolaire à la commission scolaire au cœur des Vallées. J'ai été longtemps impliqué en politique, notamment sur la scène provinciale avec le Parti libéral du Québec. J'étais le président de l'association du PLQ pour le député ici local, Alexandre Reka. Donc, j'ai 26 ans.
je suis vraiment, vraiment passionné par l'économie politique, par les mesures fiscales qui permettent d'avoir plus d'argent dans nos poches. Et puis, je t'envoie de terminer ma maîtrise en administration publique à l'ENAP. Et j'ai un bac en sciences politiques et en administration à l'Université d'Ottawa. Excellent. On va rentrer dans le vif électoral, si je peux dire. La taille de la circonscription Argenteuil, la petite nation, est une nouvelle circonscription, on ne se le cachera pas, qui est quand même assez grande côté territoire. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur, justement, d'avoir tant de territoire à couvrir? Non, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette campagne-là, c'est qu'elle est plus longue qu'à l'habitude. Puis ça nous permet de rencontrer plus de gens, de se déplacer de ville en ville et de village en village, donc, de La Chute jusqu'à Buckingham, jusqu'à Angers, jusqu'à Saint-Henri d'Argenteuil. Donc, des endroits qui sont vraiment éloignés un de l'autre, mais avec la grande campagne qu'on a, ça nous permet de rencontrer le plus de gens possible. Est-ce que vous avez fait du porte-à-porte? Oui, beaucoup, surtout dans le coin de Buckingham, Tursault, aussi à La Chute. On a fait des blitz la fin de semaine dans ce coin-là, Brownsburg, Chatham. On fait beaucoup de porte-à-porte. Puis avec la nouvelle application mobile du Parti conservateur, ça nous permet d'avoir des listes, de s'envoyer ça. Puis moi, j'ai des amis de l'université avec leur téléphone mobile. On peut envoyer nos listes de porte-à-porte. Puis ça nous permet de vraiment simplifier le processus là, pour faire du porte-à-porte. Qu'est-ce qui ressort le plus chez les gens que vous rencontrez? Quelle crainte, quelle inquiétude qui ressort le plus? Bien, je vous dirais qu'en début de campagne, on me parlait beaucoup de hausse d'impôts puis de hausse de taxes. Parce qu'on sait que dans le début de campagne, le NPD puis les libéraux ont vraiment parlé beaucoup de ça. C'était quelque chose d'important pour eux. Puis la plupart des gens que j'ai rencontrés aux portes me disaient que c'était pas nécessairement une bonne idée d'hausser leurs impôts, d'hausser leurs taxes. Surtout au Québec, on est déjà assez taxé. Et puis, mais tout récemment, ce qui ressort vraiment le plus aux portes, puis je fais aussi la tournée des restaurants à déjeuner le matin, puis c'est une chose qui ressort aussi vraiment beaucoup, c'est le prêter serment à visage découvert lors de la cérémonie de citoyenneté pour les gens qui reçoivent la citoyenneté canadienne. Les gens dans le comté ne comprennent pas comment le parti de Thomas Mulcair et le parti de Justin Trudeau peuvent vouloir que des nouveaux citoyens rentrent dans la grande famille canadienne avec le visage complètement couvert. Et puis, le niqab, on sait que c'est un symbole d'oppression de la femme. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de culturel. C'est une culture qui a été... Certaines personnes essaient d'amener au Canada, puis nous, au Parti conservateur, on va tout faire pour que ça n'arrive pas, qu'on n'importe pas cette culture-là ici. Puis on a des mesures, comme notre première mesure, qui est d'adopter dans les premiers 100 jours d'un gouvernement conservateur une loi qui va interdire à tout nouveau citoyen de porter un type de couvre-visage comme ça là, lors de la cérémonie de citoyenneté. Normalement, on entend les enjeux, on entend l'emploi, on entend l'économie. Je vais pouvoir y revenir. Il y avait Post Canada, le communautaire. Est-ce que, selon vous, le niqab est vraiment... Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ressort autant chez les gens? Parce que ce n'est pas un enjeu qui est assez habituel. Là. Non, exactement. Je pense que c'est un enjeu qui est très révélateur. Puis même si ça n'affecte pas des milliers de personnes, quelques personnes, ça reflète vraiment la vision qu'ont un parti pour l'avenir du Canada. Puis les valeurs qu'ont certains individus comme M. Mulcair, M. Trudeau, ou ce qu'on veut faire de l'intégration qui n'est pas raisonnable. On veut seulement permettre aux gens de venir ici, d'importer n'importe quelle valeur qu'ils veulent, puis de faire comme ils faisaient dans leur pays là-bas. On sait qu'il y avait des problèmes dans les pays, puis surtout pour les réfugiés là, du Moyen-Orient. Quand les gens décident de quitter leur pays parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a des conflits armés, parce qu'il y a des génocides, parce qu'il y a des trucs terribles qui se passent du côté droit de la personne, puis qu'ils essaient d'importer ces valeurs-là par la suite ici au Canada, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement pas correct. Là. Nous, au Parti conservateur, on pense que quand on rentre dans la grande famille canadienne, il faut avoir un certain nombre de valeurs. Donc ça représente, je pense, bien cet enjeu-là. Et puis on l'a vu dans le passé, notamment avec les libéraux, où on a carrément là, ouvert la porte à presque à n'importe qui pour venir au Canada. Du moment qu'on vote libéral, on pouvait devenir citoyen canadien. Et puis je pense que la méthode conservatrice qui est d'abord respecter nos valeurs, certaines valeurs de base comme l'égalité homme-femme, mais aussi d'avoir un apport économique à apporter à notre pays d'accueil.
on a des politiques d'immigration qui sont vraiment intéressantes de ce côté-là, puis qui font en sorte que notre pays, d'abord, est un des pays qui a une croissance les plus intéressante au niveau de l'économie. Puis ça, c'est un lien là, avec l'immigration. On sait que tous ces dossiers-là, c'est tout le temps relié à l'économie. Donc, ça fait en sorte qu'on peut avoir des bons bilans économiques. Je vais prendre le lien que vous me donnez justement pour rentrer dans l'économie. On a des coupures partout. Il y a plusieurs secteurs qui sont en difficulté. Comment on fait pour redresser l'économie, justement? Bien, écoutez, les coupures partout... Quand on nous accuse de faire des coupures au Parti conservateur, d'abord, la grande majorité là, de l'abolition de postes, c'est par attrition. C'est pas des gens qui perdent leur emploi le lendemain matin. D'ailleurs, si on regarde le taux de chômage ici, dans Ottawa-Gatineau, parce que beaucoup de gens dépendent de la fonction publique fédérale, le taux de chômage, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a personne là, qui fait la queue pour avoir la soupe de l'amitié ou quoi que ce soit à cause qu'ils ont perdu leur emploi au fédéral. La réalité des choses est que, par exemple, depuis 2006, au gouvernement fédéral d'Ottawa, il y a 10 000 emplois de plus sous le gouvernement conservateur. Ça fait en sorte qu'en faisant les choses de manière plus intelligente, ici dans Ottawa-Gatineau, donc les gens de Buckingham, Masson-Angers sont touchés par ça. Ça fait en sorte qu'il y a plus d'emplois puis plus de débouchés pour les fonctionnaires. Et d'un autre côté, on fait ça tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Parce que c'est pas que tout le monde qui est fonctionnaire, puis c'est pas vrai. Puis ça, je tiens à le répéter, c'est pas vrai que c'est les fonctionnaires qui doivent être la locomotive d'une économie. C'est pas vrai que c'est la bureaucratie qui va nous faire croître en tant que société. C'est l'entreprise privée, c'est nos petites et moyennes entreprises, c'est les gens qui veulent investir, qui prennent des risques avec leur propre argent. Les fonctionnaires, on est là pour donner un support à la société civile, un support à notre marché, mais on n'est pas là pour être la locomotive. Il faut vraiment que ce soit les entreprises qui soient le fer de lance là, de la croissance économique au Canada. Mais justement, les petites moyennes entreprises, je m'en vais du côté de l'emploi également. Comment on peut les aider à se développer? Comment on peut les aider à contribuer à l'économie, comme vous dites? Bien, la première chose, ce serait de reconnaître que les PME, ce n'est pas des échappatoires fiscales pour les plus riches. C'est ça que Justin Trudeau a dit. Donc, les PME, pour Justin Trudeau, c'est seulement une passe-passe fiscale pour que les plus riches sauvent de l'argent. Nous, au Parti conservateur, on est très conscients. D'abord, les PME, ça emploie 95 des gens au Canada. S'il n'y a pas de PME, il n'y a pas de croissance économique au Canada. Puis il faut, pour soutenir ces petites et moyennes entreprises-là, il y a plusieurs subventions qu'on peut offrir au niveau de l'innovation, au niveau de l'écologisation, pour faire en sorte qu'on est plus efficace. Mais il demeure que ce qui est le plus important pour les PME, c'est d'avoir des taxes et des impôts bas, puis des charges sociales qui sont plus faibles. Et puis ça, on nous l'a prouvé là, récemment. M. Mulcair a annoncé que lui voulait augmenter les charges sociales pour les PME, donc pour payer pour le chômage et puis différents services sociaux directement sur la paie. Il voulait augmenter ça. Donc, il n'y a pas de magie, là. Si on taxe les gens qui créent des emplois, il va y avoir moins d'emplois qui vont être créés. C'est mathématique, c'est très simple. On n'a pas besoin de faire des études exhaustives pour savoir ça. Ça a été prouvé dans tous les pays où ça a été mis en place. Puis, par exemple, récemment, on parlait du plan de M. Mulcair d'augmenter les charges sociales. Et puis, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a déterminé que ça tuerait 250 000 emplois au Canada. Ici, dans notre comté, ce que ça signifie, c'est 800 emplois qui disparaissent avec le plan de Thomas Mulcair. Puis ça, moi, j'ai été le premier à me battre lorsque l'usine Lauson à Thurso était menacée de fermeture. C'était 200 emplois à ce moment-là. Puis moi, je vais me battre 4 fois plus fort si on me dit qu'on va détruire 800 emplois ici dans notre circonscription. C'est 4 fois plus que ce qu'on voulait détruire à la fermeture de Lauson, l'usine de foresterie à Thurso. Je vous amène sur un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, la prestation universelle pour la garde d'enfants, le fameux chèque puge. Certains disaient que c'était un cadeau empoisonné. D'autres étaient toutefois très contents d'avoir le chèque, justement. Qu'en est-il? Bien, ça, c'est une chose est claire du côté de la puge, là, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est que les NPD et les libéraux, ils veulent l'abolir. Eux préfèrent avoir des programmes sociaux, avoir de la bureaucratie, avoir plus de gouvernement, d'utiliser cet argent-là avec le gouvernement pour nous donner des services qui ne sont pas nécessairement efficaces et qui sont beaucoup trop chers. Au Parti conservateur, notre approche, c'est de leur donner l'argent directement dans les personnes qui sont les plus aptes à aider leur famille, c'est-à-dire les papas et les mamans. Avec la prestation universelle pour la garde d'enfants, c'est exactement ça qu'on fait. Puis ça nous permet de donner plus de marge de manœuvre à nos familles.
Post Canada, plusieurs ont scandé le fait que les facteurs allaient perdre leur route, l'arrivée des boîtes communautaires, les personnes à mobilité réduite. Qu'en est-il justement de ça? Bien, je pense que c'est totalement une fabrication du NPD puis des syndicats là, qui veulent protéger des emplois syndiqués à tout prix, alors que, bien écoutez, Post Canada a livré 1,4 milliard de lettres en moins qu'en 2006, le dernier recensement en 2014. Donc, on a diminué vraiment de manière considérable le nombre de lettres. C'est normal qu'il faut que Post Canada s'adapte pour ne pas être un fardeau pour les Canadiens. Je pense qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train d'équilibrer leurs finances avec des nouvelles mesures qui, je pense, respectent très bien la capacité des Canadiens de se déplacer. Et puis, c'est pas vrai que les facteurs, c'est des aidants naturels ou c'est des gens, des psychologues ou quoi que ce soit qui font du porte-à-porte et puis qui rendent tous les gens heureux, là. Ça ne sert pas à ça, un facteur. Un facteur, ça sert à passer des lettres. Et puis, non, c'est ça. Le NPD, quand ils nous font essayer de nous prendre par les sentiments, là, en disant que les personnes âgées vont perdre des accompagnateurs, c'est totalement risible, là. Excellent. Je m'en vais sur les organismes communautaires. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le secteur, seulement que pour le secteur de l'Est, il y en a énormément. L'importance du communautaire? Très, très important. Le communautaire, c'est la base de la société civile. Et puis, encore une fois, le gouvernement, les anciens gouvernements libéraux, puis le NPD, ce qu'ils proposent, c'est plus de gouvernement, donc nécessairement moins d'organismes communautaires. Nous, au Parti conservateur, ce qu'on pense, c'est qu'on doit faire en sorte que la société civile soit plus forte puis plus indépendante aussi. Donc, avec plusieurs mesures fiscales, comme le crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance, ça va permettre, par exemple, aux gens qui font partie de la Légion royale canadienne, des Chevaliers de Colomb, des Lions, des clubs optimistes ou des cercles d'infirmières, d'avoir leur cotisation annuelle pour leur membership de clubs philanthropiques, que ce soit déductible d'impôt à hauteur de 15-29 %. Donc, c'est des mesures comme ça, des exemptions fiscales. Aussi, on a augmenté l'exemption fiscale pour les gains en capital liés à certains types de dons. On a créé le super crédit pour le premier don de bienfaisance en espèces, pouvant s'élever à 1 000 $. Puis ça, ce que ça fait en sorte, c'est que les gens commencent à contribuer à leurs organismes locaux, à leur organisme communautaire de manière volontaire, s'impliquent dans leur organisme communautaire, ils tiennent, au lieu qu'on passe par la coercition étatique pour aller taxer davantage, que ça passe tout dans le moulinet bureaucratique à Ottawa, puis que ça revienne en subventions qui sont incomparablement plus faibles que ce que peut donner la société civile en dons directement, là. Excellent. En 30 secondes, la vision pour Argenteuil, la petite nation. La vision pour Argenteuil, la création d'emplois, c'est ça qui est le plus important. Puis ça passe, il n'y a pas de solution magique. Diminuer les taxes, diminuer les impôts, équilibrer les budgets. Les investisseurs veulent avoir un pays qui est stable, qui va dans la bonne direction et puis qui donne un régime fiscal intéressant. Écoutez, il reste encore quelques secondes. Je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment frappé. En 15 secondes. Rapidement. Les députés NPD, Mathieu Ravignat, Mylène Freeman, ont décidé de se présenter dans d'autres comtés. On a une nouvelle candidate qui n'a pas été élue ici du NPD. Ça démontre très clairement que les gens étaient gênés de se représenter ici d'Argenteuil, la petite nation. Excellent, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée.